Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Oh, on peut faire un petit peu comme ça sur la cam. Ouais, c'est mieux. J'espère que vous allez très bien. Très heureux de vous retrouver pour un live où ce soir, on va parler de Tesla. On va vivre ensemble le Earnings Call, comme quasiment tous les trimestres. En tout cas, on essaye. Et puis, on va, puisque ça va commencer dans 5 minutes, aller très vite voir la shareholder letter pour voir ce qui s'est passé. Donc, je fais ouais, je supprime ça et que j'ajoute ceci. Et on va très vite regarder ce qui s'est raconté donc chez Tesla ce dernier trimestre. Peut-être le mettre comme ça. Attends. On va se mettre comme ça, on sera mieux. Voilà. C'est très bien. Dites salut en tout cas à tous les gens qui sont sur le chat et encore une fois merci. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous venez d'arriver, ça fait toujours plaisir. Donc Tesla ce trimestre, ils ont été en positif encore et encore avec un bénéfice de 1,6 milliard. On a eu pas mal de cash en banque aussi qui s'est rajouté, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc ils ont rajouté, pas mal de choses, hein, ce trimestre, on connaît ça. Donc on a des avancées, sur le fameux modèle YL et performance en Chine, qui viennent de lancer. On a les versions standards de la 3 et du Y aussi qui sont arrivées. Il y a eu un boost des ventes ce trimestre, puisqu'on renoue enfin avec les sommets, j'aurais envie de dire. C'est quand même assez poussé par 3 facteurs, hein. Donc, le nouvel Y en Europe, aux États-Unis et la version c'est la version L en Chine et aussi et surtout aux États-Unis avec la fin du bonus, hein, le tax credit qui s'est arrêté de $7 500. Donc ceci peut-être explique cela. Je vais enlever les commentaires d'ici parce que pour l'instant ils nous gênent pour voir. Ok, donc ensuite on a eu donc les Megapack 3 qui ont été présentés. Alors ça m'est passé au-dessus. Je n'ai pas encore bien pu avoir des infos par rapport à ça, Megapack 3 et Megablock. Donc ça, il va falloir que je m'y intéresse, les amis. Et bien évidemment, chez Tesla, ils travaillent à fond sur le déploiement de l'intelligence artificielle, des robots taxis. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel ils bossent beaucoup. Et
le point important aussi, donc c'est l'énergie avec, à la fois des grandes centrales de stockage et à la fois du stockage, domestique avec les Powerwall et cette, envie, ce souhait de pouvoir aller vers les fameux VPP, un Virtual Power Plant. Donc là, ils nous en parlent encore ici, en disant que la plupart du temps, bah, ils utilisent leur logiciel Autobidder, qui c'est le logiciel qui va permettre de savoir quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend, avec une grosse une couche d'intégration, d'intelligence, un petit peu ce qu'on a maintenant avec les batteries, hein. J'ai fait la vidéo aujourd'hui avec les fameux HEMS, avec la couche d'intégration IA qu'on peut rajouter aussi par-dessus. Donc tout ça va de pair. On continue quand même. Ah, là, il parle du master plan part 4. Il faudra regarder ça aussi. Donc le total revenu, bah, il est très très bon, hein, 28 milliards ils ont fait ce trimestre, avec une bonne marge à 18%. Je vous le disais, le cash en banque, il est passé à 41 milliards. Donc c'est costaud. Ils ont de l'argent, Tesla. Ils ont de quoi faire quasiment une dizaine de gigafactories avec ces 41 milliards. C'est énorme. Et je regarde, j'aime bien toujours regarder le CAPEX ici. Il est dans la moyenne, hein. Voilà, il dit que c'est en moins 36 par rapport à l'année dernière, mais en général, ils sont comme ça dans les 2 000 000 000, 2-3 000 000 000. Donc ça, c'est les dépenses, pour, faire croître donc toutes les usines et tout ça. Donc ça, c'est bien. On va aller vite quand même avec la production des 3 et des Y qui a récupéré un rythme soutenu, 447 000 et là, on a crevé le plafond. Alors un tout petit peu, mais quand même, c'est un record historique de livraison pour Tesla, puisqu'on est à 497 099. Il faut atteindre la barre des 500. Je pense pas qu'on y sera, cette année, en fin d'année, mais j'espère quand même que ça arrivera, hem, j'espère que ça arrivera quand même. Même si là, ça risque d'être compliqué pour la fin d'année. Le storage, ils nous ont dit que c'était un record historique. Bah oui, effectivement, regardez, ils ont déployé 12,5 gigawattheures de stockage. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment une activité en grosse hausse, hein, plus 81. Les superchargeurs, on est à plus 16. Forcément, on n'est plus au plus 30 hein, de chaque, trimestre, hein. Chaque fois, là, c'est les chiffres, hein, d'une année sur l'autre, bien évidemment. Et au plus on a de superchargeurs, au plus c'est compliqué de maintenir une cadence de 30 hein, c'est facile à comprendre. Mais ça continue quand même à grossir. On arrive à 73 817 connecteurs, sachant que, ouais, il y a un an, on était à 62 000. Donc c'est pas mal. Hem Ouais, bon, posez vos questions en partie commentaires. Il y a des commentaires qui arrivent qui sont super intéressants. On va avoir l'occasion d'en parler. Est-ce que ça a commencé le webcast? J'ai l'impression que ça a commencé. Attends, il y a du son. Il y a du son, mais ça n'a pas encore commencé. On peut continuer encore un petit peu. Je sais pas si vous entendez le son du webcast, dites-le moi derrière. Après, il faudra que je bascule. Je mettrai mon casque. Donc, Mobile Fleet, tac, tac. Mobile Fleet, elle y est un petit peu moins. Tesla Locations continue à grossir. Bon, peut-être que, l'un dans l'autre, quand tu as plus de locations, bah, tu as moins besoin de Mobile Fleet. Peut-être que ça s'explique aussi. Là, c'est intéressant puisque l'on voit les productions toujours, hein, grosse capacité. Cybertruck, 125 000. Donc pour l'instant, ils y sont pas avec le Cybertruck. Grosse raison, c'est qu'il y a énormément de commandes, on le sait, hein, quasiment 2-3 millions, c'est pas trop, mais il y a beaucoup de gens qui attendent parce que le prix, target price était à 50 000 et là, on n'y est pas du tout, on est quasiment à 80, je crois. Donc ça, c'est normal quand même. Sinon, sans quoi, et ben, les gigafactories de Berlin et du Texas avancent bien et toujours un léger avantage pour la gigafactory de Berlin. J'écoute la musique derrière. Non, c'est toujours la musique. Ça a pas commencé et Shanghai, hein, qui avoisine ou qui même dépasse certainement, le 1 000 000 de voitures vendues. La Californie, on est toujours les ACX à 100 000 et on a toujours, les Model 3 toujours à Fremont, 550 000, c'est toujours énorme. D'ailleurs, je vous invite à regarder une vidéo par rapport au Texas, de notre très grand ami, Joe Tegtmeyer, qui a fait une vidéo avec un drone où on voit qu'il y a une voiture qui sort toutes les minutes de la sortie de la ligne d'assemblage, qui sort du bâtiment. C'est assez incroyable à regarder. Effectivement, il y a une voiture qui sort quasiment toutes les minutes, même avant 1 minute. Donc ça, c'est vraiment fou. Hem, donc ils reviennent sur les, nouveaux modèles standards avec 300 miles d'autonomie, avec les tarifs qui sont assez canons, hein, même, pour, l'Europe. On est au même tarif avec la conversion, euro et on bénéficie aussi, de remises.
Donc dites-moi si vous êtes passé sur la version standard de ces modèles qui, perdent des choses, mais forcément quand on a une version standard, on perd des choses. Et moi je me dis que pour des personnes qui se moquent d'avoir, l'écran à l'arrière, qui se moquent d'avoir le bandeau, qui se moquent d'avoir un son de fou qui passe, de d'une thermique à une voiture électrique. Nous, on est un petit peu des aficionados, donc on voit tout ce que l'on perd. Mais, une personne, lambda, hein, on va dire ça comme ça, qui était peut-être, dans un 3008, dans je ne sais trop quoi comme voiture thermique, et ben, lui, est-ce que ça le dérange vraiment de pas avoir le toit vitré panoramique, d'avoir tous ces «gadgets» entre guillemets, sachant qu'il a quand même l'essentiel, sachant qu'il aura quand même une voiture qui sera capable d'avoir, de l'autonomie totale. Donc, ouais, moi qui viens de l'univers Tesla, je vois ce que je perds en passant sur une standard, mais je pense que, grande majorité des gens qui espéraient, qui se disaient: «Ouais, j'aimerais avoir une Tesla, mais c'est trop cher», ils retrouveront leur compte très largement. Donc Shanghai, bah, que dire de Shanghai, mis à part qu'on a ce fameux, modèle YL qui est sorti avec, 3 sièges et sinon, Shanghai donc approvisionne toujours la Corée du Sud, Taïwan, le Japon, Singapour. Ils ont même commencé maintenant l'Inde qui est un énorme morceau pour Tesla dans les années à venir. Il y a même l'Amérique du Sud aussi qui est en train de s'ouvrir de plus en plus et donc notamment la Corée du Sud qui est un des je crois que c'est le troisième maintenant marché, le mois dernier pour Tesla, derrière, la Chine et les États-Unis. Donc belle réussite par rapport à ça et donc en Europe, ils nous ont dit que, c'est un record, modèle Y est le meilleur en Norvège, donc ça fait des années que c'est comme ça. En Suisse, en Islande, en Finlande au 3e trimestre, Danemark et Pays-Bas en septembre. Donc là, ils ont produit la 100 millième Y refresh et maintenant ils font le modèle, heu, performance et donc ils espèrent pour l'Europe pouvoir très bientôt sortir le FSD supervised comme ils ont, aux États-Unis. Ils attendent les approbations légales, réglementaires, hein. Donc ça va arriver aussi parce que, notre FSD n'a rien à voir avec le véritable FSD qui est le FSD qui roule en Amérique du Nord. Là, qu'est-ce qu'on a? On a les miles, conduits, heu, en FSD, en FSD V2, V12, V11, c'est incroyable. Ça monte très, très fort. Sachant qu'on est en version 14 maintenant avec le FSD Supervised. Si vous avez l'occasion de regarder un petit peu sur internet, il y a des vidéos qui sont incroyables de la version 14. C'est juste fou. J'aimerais énormément pouvoir tester ça et j'ai hâte que ça arrive chez nous. On passe assez vite, hein, mais on voit que le robotaxi iOS app est maintenant disponible, hem, à tout le monde aux États-Unis et au Canada. Donc ils espèrent vraiment lancer ça partout en Amérique du Nord très, très vite. Il y a aussi le Tesla Diner hein, à Los Angeles qui a été ouvert, ça c'est top. Donc voilà. Après il nous parle ici, des batteries, LFP, heu, OK, OK. Des lignes de production de LFP au Nevada qui vont commencer au Q1 2026. Très bien, très bien. On va regarder les petites photos, parce qu'on a vu l'essentiel. Donc la différence entre les versions, entrée de gamme, on va dire, les versions standards. Dites-moi ce que vous en pensez là, les gens qui sont sur le chat. Est-ce que, heu est-ce que, bah, ça vous plaît? Bon, le modèle 3, c'est un modèle 3, tagué pareil. Le modèle Y, il est sympa, hein. Le modèle Y, il est sympa quand même. Moi, je le trouve, très, très joli, même s'il y a pas la barre devant. Je le trouve très beau. Là, on a avec la barre forcément, donc ça, c'est la performance 0 à 100, 0 à 100 quasiment, hein, parce que c'est 60 miles par heure en 3,3 secondes. Il est très, très beau en rouge, il me donne envie. Rouge ou blanc? Je ne sais pas. Déjà, quand est-ce que je vais changer de véhicule? Depuis, des années que je vous en parle, toujours pas fait. Toujours un Lovely qui est au garage, un Lovely que je vais récupérer demain. Elle a eu, une belle réparation. Peut-être que je vous ferai des stories par rapport à ça, puis on fera des vidéos sur Lovely, parce qu'elle a quand même 6 ans et demi, bientôt 7. Elle a été produite il y a 7 ans. Donc, officiellement, elle a 7 ans, la voiture et elle a 120 000 kilomètres passés. Donc, très hâte de refaire des vidéos maintenant sur, Lovely qui est de toute façon du PAF YouTube, la Tesla la plus vieille, hein, on est bien d'accord puisque c'est de toute façon de tous les youtubeurs Tesla, c'est la seule qui a jamais été changée
et elle avait été, j'avais eu la chance, le plaisir, le privilège de la récupérer la première semaine de livraison en Europe. Donc c'est une vétérante, mais elle en a toujours autant sous la patate, sous la pédale, elle vaut la patate. Donc ça, c'est la version YL avec les sièges arrière. Oh, je vais trop vite. Il est trop beau. Optimus version Tron, noir comme ça, noir mat, il est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, 500 millième véhicule produit au Texas. Déjà 500 000 véhicules produits au Texas. Oh, waouh, ça va super vite. Effectivement, quand on a une qui sort toutes les minutes, ça va très, très vite. Donc là, on avait ça. Ça, c'était Megapack 3 Launch Event et que je n'ai même pas vu. C'est à Las Vegas. Las Vegas. Ah oui, c'est dans leur fameuse j'ai vu une vidéo, oui, il y a eu une vidéo qui est sortie, mais ça a pas été une présentation live, effectivement. Donc ça, c'est Las Vegas. C'est l'usine pour faire les Megapacks. Exact, on adore. Megapack 3 donc, launch team. Hello et et c'est tout pour les infos aujourd'hui. Voilà, j'adore. On va se laisser avec, quelle photo? Mmh, 500 000, ça c'est pas mal. On va se mettre comme ça. Donc les amis, comment allez-vous? J'espère que vous passez un bon moment. Hop, hop, se mettre ouais, comme ça. Ils sont encore en retard nos amis, de Tesla. J'entends la musique derrière, mais ça a pas commencé. Enfin, ça a commencé sans avoir commencé. Le live, ils sont en direct. Hop. Vous savez quoi? On va faire comme ça. On va faire comme ça et puis j'essaie de régler ma cam encore. Ça a marché. Ah, c'est ce que j'ai pas fait, c'est ça. Je crois que j'ai trouvé le problème de ma cam. Vous savez que ça bug et j'ai acheté un petit ventilateur que je n'ai pas allumé parce que je crois que c'est mon Mac qui chauffe et oui, alors si tu achètes un ventilateur, Jérémy, que tu ne branches pas, ventilateur que je mets sous le Mac, je pense que c'est ça qui fait ramer mon ordi. Donc, je vais couper tout ça, je vais revenir en vidéo. Bougez pas, on revient. J'espère que le bruit derrière vous gêne pas trop. Normalement, vous l'avez pas. Voilà, on va attendre que on va attendre que le Mac refroidisse. Donc, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur les nouveautés? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur la shareholder letter, qu'on regarde un petit peu plus, ah ça y est, ça parle. Et on bascule. On bascule, je supprime ça et on y va. Petite seconde, partager l'écran et c'est parti. The same link as this webcast. During this call, we will discuss our business outlook and make forward-looking statements. These comments are based on our predictions and expectations as of today. Actual events or results could differ materially due to a number of risks and uncertainties, including those mentioned in our most recent filings with the SEC. We urge shareholders to read our definitive proxy statement, which contains important information about the matter voted on at the 2025 annual meeting. During the question and answer portion of today's call, please limit yourself to one question and one follow-up. Please use the raise hand button to join the question queue. Normalement, Before vous we jump devez into Q&A, Elon has some opening remarks. Elon? Thank you. We're at a critical inflection point for Tesla and our strategy going forward as we bring AI into the real world. I think it's important to emphasize that Tesla really is the leader in real world AI. No one can do what we can do with real world AI. I have pretty good insight into AI in general. I think that Tesla has the highest intelligence density of any AI out there in the car, and that is only going to get better. And we're really just at the beginning of scaling at a quite massively full self-driving and robotaxi, and fundamentally changing the nature of transport. I think people just don't quite appreciate the degree to which this will take off. Where it's honestly it's going to be like a shockwave. So it's
because the cars are all out there. We have millions of cars out there that, with a software update, become full self-driving cars, and we're making a couple million a year, and in fact, with the advent of with what we see now as a clarity on achieving full self-driving, unsupervised full self-driving, I should say, I feel confident in expanding Tesla's production. So that is our intent, to expand as Dites-moi quickly si as we can vous entendez our bien future et est-ce que production. vous m'entendez? Normalement, j'ai changé les paramètres pour que vous puissiez So I was m'entendre en même reticent temps to que do lui. that until we had clarity on achieving unsupervised full self-driving. But at this point, I feel like we've got clarity, and it makes sense to expand production as fast as we reasonably can. We're also making huge making huge impact on the energy sector with battery storage. So with both the Powerwall and especially with the Megapack, we are dramatically improving the ability to generate more energy from the grid. So let me sort of talk a little bit about that, which is, if you look at total U.S. energy capability, for example, there's roughly a terawatt of continuous power available in the U.S., but the average usage over a 24-hour cycle is only half a terawatt because of the big difference between day and night usage. If you buffer the energy with batteries, you can effectively double the energy output of the United States just with batteries, building no incremental power plants. And it's very difficult to build power plants. So on pourrait avoir 2 fois plus d'énergie aux États-Unis si mettez des batteries. And it's not an industry that's used to moving fast. So we see the potential there for Tesla battery packs to greatly improve the energy output per year for any given grid, US or otherwise. We're also on the cusp of something really tremendous with Optimus, which I think is likely to be, or has potential to be, the biggest product of all time. And it's a difficult project, and it's worth noting that it's not like it's just automatic. I'm unaware of any robot program by Ford or GM or any by U.S. sort of car companies. People I think maybe think of Tesla as a car company. We mostly make cars and battery packs, but so it's not just like an obvious fall off a log thing to make Optimus, but we do have the ingredients of real world AI and exceptional electrical and mechanical engineering capabilities, and the ability to scale production, which I don't think anyone else has all of those ingredients. So yeah, with version 14 of the of self-driving, which you can see the reactions of people online. They're quite amazed. Actually, anyone in the US can get version 14 if they just go and select, I want the advanced software in their car. So if you're listening right now and you'd like to try it out, just go in settings and say, I want the advanced software, and you will get version On en est loin 14. pour l'instant, nous, la version 14. And yeah, so on the Megapack front, we unveiled Megablock, Megapack 3. We also have exciting plans for Megapack 4. Megapack 4 will incorporate a lot of what is normally in a substation, and be able to output at probably 35 kilovolts directly. So this greatly improves our ability to deploy Megapack because it's not dependent on building a substation up through 35 kV for Megapack 4. So that'll be next. That's the engineering priority for
Megapack. And we look forward to unveiling Optimus V3, probably in Q1. I think Oh, it'll be ready for to show off. nouvelle And version d'Optimus, premier trimestre. that I think is going to be quite remarkable. Hâte de voir à quoi il va ressembler. It won't even seem like a robot. It'll seem like a person in a robot suit, which is kind of how we started off with Optimus. Wow. But it'll seem so real that you'll need to like poke it, I think, to believe that it's actually a robot. Ah bon? Il va être tellement réaliste que ça? C'est-à-dire quoi, ils vont lui faire obviously, une like tête? the real world intelligence we've developed for the car, most of that transfers to Optimus. So it's a very good starting point. In conclusion, we're excited about the updated mission of Tesla, which is sustainable abundance. So going beyond sustainable energy to say sustainable abundance is the mission, where we believe with Optimus and self-driving that you can actually create a world where there is no poverty, where everyone has access to the finest medical care. Optimus will be an incredible surgeon, for example. And imagine if everyone had access to an incredible surgeon. So I think there's, of course, we need to make sure Optimus is safe and everything, but I do think we're headed for a world of sustainable abundance, and that I'm excited to work with the Tesla team to make that happen. Great. Thank you very much, Elon. Vaibhav also has some opening remarks. Thanks, Travis. Q3 was a special quarter at multiple levels. We set new records not just for deliveries and deployments, but also around a range of financial metrics from total revenues, energy gross profit, energy margins to free cash flow. This was the result of continued confidence of our customers in our products and the relentless efforts by the Tesla team. The strength in deliveries was attributed to strong performance across all regions. Greater China and APAC were up sequentially 33% and 29% respectively. North America was up 28%, while EMEA was up 25%. The pace in deliveries was the function of continued excitement around the new Model Y. We had previously talked about 2025 being the year of the Y, and have since delivered on that promise with the new Model Y released in Q1, followed by Model Y long wheelbase and performance, and more recently, Standard Y in North America and EMEA. Ouais, le modèle Y, il n'y a aucun suspense. Ça sera vraiment la voiture la plus vendue encore cette année. We've already expanded our coverage area in Austin 3 times since the initial launch and are on pace to continue expanding further. Unlike our competitors, our robotaxi fleet blends in the markets we operate in, since they don't have extra sensor sets or peripherals which make them stick out. This is an underappreciated aspect of our current vehicle offerings, which are all designed for autonomous driving. We feel that as people experience the supervised FSD at scale, the demand for our vehicles, like Elon said, would increase significantly. On the FSD adoption front, we've continued to see decent progress. However, note that total paid FSD customer base is still small, around 12% of our current fleet. We're working with regulators in places like China and EMEA to obtain approvals so that we can get FSD in those regions as well. Now, covering a little bit on the financial side, automotive revenues increased 29% sequentially, in line with the growth in deliveries. While regulatory credits declined sequentially, we entered into new contracts and continued delivery on previously entered contracts. Our automotive margins, excluding credits, increased marginally from 15% to 15.4%, which was attributed to improvements in material cost and better fixed cost absorption due to higher volumes. The energy storage business continued to deliver with record deployments, gross profit, and margins.
As discussed before, this business has a bigger impact from tariffs as measured by percentage of COGS, since currently all sales procured are from China, while we're still working on other alternatives. Waouh, quasiment toutes les However, ventes des as Megapacks, c'est en Chine. the ramp of Mega Factory Shanghai is happening, this is helping us avoid tariffs because we are using this factory to supply the non-US demand. Hmm. Like Elon said, grid scale storage, the only way we can get to electricity fastest is by using storage. The other thing to keep in mind is we are seeing headwinds in this business given the increase in competition and tariffs. The total tariff impacts Moi, for j'en suis Q3 convaincu de for ces produits both d'énergie. businesses was Quand je in vois ce que j'ai à excess la maison et of comment ça marche. 400 million, generally split evenly between them. Services and other demonstrated a marked improvement sequentially. This was a function of improvements primarily in our insurance and service center businesses. Note that while small, our robotaxi costs are included within services and other, along with our other businesses like paid supercharging, used car, parts and merchandise sales, etc. Our operating expenses increased sequentially. The largest increase included in restructuring and other related to certain actions undertaken to reduce cost and improve efficiency through convergence of our AI chip design efforts. Additionally, we incurred legal expenses related to proceedings in certain legal cases, as well as incremental costs incurred in preparation for our shareholder meeting. Such costs are recorded within SG&A. Further, our employee-related spend is increasing, especially in R&D, as we have recently granted various performance-based equity awards to employees working on AI initiatives, and therefore such spend will continue to increase going forward. On other income, our other income decreased sequentially, primarily from mark-to-market adjustments on BTC holdings, which was a much smaller gain of 80 million in Q3 versus 284 million in Q2, with the rest of the movement attributable to FX movements in the quarter. Our free cash flow for the quarter was approximately 4 billion, which was yet another record. Our total cash and investments at the end of the quarter were over 41 billion. On the CapEx Ouais, front, par contre, 41 while we are milliards, ils ont en expecting to banque. be around C'est 9 énorme. billion for the current year, we're projecting the numbers to increase substantially in 2026 as we prepare the company for the next phase of growth in terms of not just our existing businesses, but our bets around AI initiatives, including Optimus. In conclusion, note that bringing AI into real world is hard, but we have never shied away from doing what is hard. We are extremely excited about the future and are laying down the foundation, the benefits of which will be realized over years to come. I would like to end by thanking the Tesla team, our customers, our investors, and supporters for the continued belief in us. Thank you very much, Vaibhav. Ils avaient dit Now que let's l'année, quickly register questions. ils avaient dit que l'année From 2025, de toute first façon, question is, serait what are the une, comment on appelle, robotaxi metrics, fleet size, serait une année de number transition. of miles, rides completed, intervention rates, and when will safety drivers be removed? What are the obstacles still preventing unsupervised FSD from being deployed to customer vehicles? Alors, première question au sujet du I'll robotaxi. start off with that and then Ashok can Très intéressant puisque ça va être le cœur du business de but, Tesla dans les prochaines we années. are expecting to have no safety drivers in at least large parts of Austin by the end of this year. So within a few months, we expect to have no safety drivers at all, at least in parts of Austin. We're obviously being very cautious about the deployment. So D'ici la fin de l'année, ils n'auraient plus de personnes qui... Vous savez, il y a quelqu'un qui est assis sur le siège passager en cas de problème. It's better for us to take a cautious approach here. But we do expect to have no safety drivers in the car. Et donc, il n'y en aurait plus d'ici la fin de l'année à Austin. Within a few months. I think that's perhaps the most important data point. And then we do expect to be operating robotaxi in, I think, about 8 to 10 metro areas by the end of the year. It depends on various regulatory approvals. And
But you can actually, I think most of our regulatory applications are online. You can kind of see them because they're public information. But we expect to be operating in Nevada and Florida and Arizona. Voilà. Ça devrait vraiment accélérer, hein. Entre 8 et 10 endroits. D'ici la fin de l'année, il pourrait y avoir du robotaxi. Fleet in Austin without anyone in the driver's seat, and we have covered more than 250,000 miles with that. And then in the Bay Comment il est mon son par rapport à eux? person in the driver's seat. Est-ce que vous m'entendez ou pas? We crossed more than 1 million miles. And we continue to see that the fleet, robotaxi fleet, works really well. Customers are really happy, and there's no notable issues. On the customer side, customers have used FSD Supervise for a total of 6 billion miles as of yesterday. So that's like a big milestone. And overall, the safety continues to be very good. And as Elon mentioned, we are on track to remove the person from inside the car altogether, starting with Austin. Great. The next question is, what is the demand and backlog for Megapack, Powerwall, solar, or energy storage systems? With the current AI boom, is Tesla planning to supply power to other hyperscalers? Thanks. Demand for Megapack and Powerwall continues to be really strong into next year. We received very strong positive customer feedback on our Megablock product, which will begin shipping next year out of Houston. And we're seeing remarkable growth in the demand for AI and data center applications as hyperscalers and utilities have seen the versatility of the Megapack product. C'est sûr que le Megapack, il est important, hein, pour tous les endroits, les data centers qui consomment énormément d'énergie. Ça leur permet de lisser la consommation. C'est un super marché pour eux. Which we expect to continue into the first half of 2026 as we introduce the new solar lease product. And we also began production of our Tesla residential solar panel in our Buffalo factory, and we will be shipping that to customers starting Q1. The panel has industry-leading aesthetics and shade performance and demonstrates our continued commitment to US manufacturing. Ils refont des panneaux solaires à Buffalo? Mais pourquoi ils parlent de nouveaux panneaux solaires? Ils ont de nouveaux panneaux solaires qui sont en train de sortir des usines? Moi, j'ai pas l'info là. Hein. This is not the appropriate venue to cover that, so we're going to have to skip it. The question after that is, what are the present challenges in bringing Optimus to market, considering question sur Optimus. Engineering hardware, training general mobility models, training task-specific models, training voice models, implementing manufacturing, and establishing supply chains? Ouais, le Powerwall, il est pas donné, mais c'est vrai qu'ils ont l'écosystème qui va avec. Maintenant, dans les Powerwall, se compter sur la chaîne, hein, il y a beaucoup de Powerwall-like qui arrivent. Les Anchor, les Endure, enfin les Endure, non, il y a pas de Powerwall, mais Anchor, EcoFlow. Là, j'ai vu ceux de chez Marstech aussi. Basically 24 hours a day, 7 days a week. So any visitors that come by, you can stop one of the Optimus robots and ask it to take you somewhere, and it'll literally take you to that meeting room or that location in the building. So I don't want to downplay the difficulty of Optimus. It's an incredibly difficult thing, especially it's difficult to create a hand that is as dexterous and capable as the human hand, which is the human hand is an incredible thing. That the more you study the human hand, the more incredible you realize the human hand is. And ouais, c'est difficile d'arriver à faire la main. Four fingers and a thumb. Why the fingers have certain degrees of freedom. Why the various muscles are of different strengths. The fingers are of different lengths. And it turns out actually that those are all there for a reason. And so making the hand and forearm, because most of the actuator, just like the human hand, the muscles that control your hand are actually primarily in your forearm. The Optimus hand and forearm is an incredibly difficult engineering challenge. I'd say it's more difficult than the rest from an electromechanical standpoint. The forearm and hand is more difficult than the entire rest of the robot. Vous imaginez? Faire la main, il dit que c'est plus difficile que tout le reste du robot. Ça m'étonne pas. A useful generalized robot, you do need this. You do need an incredible hand, and then you need the real world AI
And you need to be able to scale up that production. Ouais, pour revenir sur les Powerwall, il y a des systèmes maintenant avec des vraies possibilités d'écosystèmes complets So you need to be able to make qui marchent aussi bien que le système Tesla, ça c'est sûr. C'est juste que tu n'as pas une application Tesla, mais tu arrives à faire la même chose. if not significantly higher. So if you're trying to make 1 million or something per year, trying to make 1 million Optimus robots per year, that manufacturing challenge is immense, considering that the supply chain doesn't exist. Hmm. So with cars, you've got an existing supply chain. With computers, you've got an existing supply chain. With a humanoid robot, there is no supply chain. So in order to manufacture that, Tesla actually Il n'y a pas de chaîne d'approvisionnement pour les robots. Donc pour monter en cadence, c'est très très difficile. Ça c'est clair. very deep into the T'as vu, il supply dit l'ambition d'en faire 1 million par an. Hein. internally. They're Il just faut tout qu'ils fassent eux, tout. Maison. So this is the kind of thing where I'm like, if I put myself in the position of a startup trying to make a humanoid robot, I'm like, I don't know how to do it without an immense amount of manufacturing technology. So that's why I think like Tesla's in some almost a unique, I think unique position when you consider manufacturing technology scaling, real world AI, and the. C'est ça la difficulté, parce qu'on voit plein de robots faits en Chine même. Robots humanoïdes, ça commence à se faire de plus en plus, mais être capable de faire un prototype, c'est une chose, mais être capable d'en sortir à la chaîne, à la pelle, c'est ça qui va être compliqué, effectivement. No, I think we can achieve all those things, those three things, with an immense amount of work, and that is the game plan. So, my fundamental concern with regard to how much voting control I have in Tesla is, if I go ahead and build this enormous robot army, can I just be ousted at some point in the future? That's my biggest concern. If that is really the only thing I'm trying to address with this. So it's called compensation, but it's not like I'm going to go spend the money. It's just. Ouais, Zendur. This robot army. Attends. Do I have at least a strong influence? On va parler de Zendur dans un instant. J'arrive. Not control, but a strong influence. That's what it comes down to in a nutshell. Like I don't feel comfortable building that robot army if I don't have at least a strong influence. Oui, Zendur va être compatible avec les chargeurs de voitures électriques. D'ailleurs, le premier chargeur de voiture électrique qui va être compatible avec le HEMS Zendur, donc tout l'écosystème, c'est justement même le chargeur Tesla V3 qui sera compatible, que l'on verra apparaître dans l'application comme je vois apparaître mon Shelly. What gives you confidence Samsung can fulfill AI6 at Tesla's timelines and achieve relatively better yields and cost versus TSMC? Okay, so I'm going to give quite a long answer to this question because I have to unpack this question. C'est pointu comme question, ça. And then answer the unpacked version. So, first of all, I have nothing but great things to say about Samsung. They're an amazing company. And Samsung, it is worth noting, does manufacture our AI4 computer and does a great job doing that. Now with the AI5, and here's I need to make a point of clarification relative to some comments I've made publicly before, which is we're actually going to focus both TSMC and Samsung initially on AI5. Mm-hmm. So the AI5 chip design by Tesla is, I think it's an amazing design. I've spent almost every weekend for the last few months with the chip design team working on AI5, and I don't hand out praise easily, but I have to say that I think the Tesla chip team is really designing an incredible chip here. This is, by some metrics, the AI5 chip will be 40 times better than the AI4 chip. Not 40%, 40 times. 40 fois plus puissant que la version 4, la puce 5. Comment tu peux faire?
so we're designing the hardware to address all of the pain points in software. I don't think there really isn't anyone that's doing this, the entire stack, all the way through real world, calibrating against the real world where you've got cars and robots in real world. That, like, we know what the chip needs to do, and we know what, just as importantly, we know what the chip doesn't need to do. To sort of give you some examples here, with the AI5, we deleted the legacy GPU or the traditional GPU, which is it's in AI4, but AI5 does not have. We just deleted the legacy GPU because it basically is a GPU. So we also deleted the image signal processor, and there's like a long list of deletions that are very important. As a result of these deletions, we can actually fit AI5 in a half reticle, and with good margin for the traces from the memory to the trip, the Tesla trip accelerators, the ARM CPU cores, and the PCI the PCI blocks. So Il m'a perdu là. this is a beautiful chip. En général, j'arrive à suivre, mais là, il m'a perdu là, avec les noms des puces et tout. Là, il m'a paumé. Là. Je sais pas vous, mais là, il faut être informaticien pour avoir suivi. Là. Moi, j'ai retenu que c'est 40 fois plus puissant. Voilà. Retenez que c'est 40 fois plus puissant. Samsung and TSMC focus on AI5. And so even like technically the Samsung fab has slightly more advanced equipment than the TSMC fab. These will both be made in the U.S. In one TSMC in Arizona, Samsung in Texas, but it's we're going to make, starting off, just to be confident. Et les puces vont être faites aux États-Unis. Hein. Ok, c'est vraiment la voiture la plus américaine de toutes, quoi. Incroyable. Because if we have too many AI5 chips for the cars and robots, we can always put them in the data center. So we already use AI4 for training in our data center. So we use a combination of AI4 and NVIDIA hardware. We're not about to replace NVIDIA, to be clear, but we do use both in combination, AI4 and NVIDIA hardware. And the AI5 excess production we can always put in our data centers. NVIDIA keeps improving. The challenge that they have is that they've got to satisfy a large range, a lot of requirements from a lot of customers. Oui. But Tesla only has to satisfy requirements from one customer. That's Tesla. That makes the design job radically easier, and means we can delete a lot of complexity from the chip. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils achètent des puces Nvidia, mais les puces Nvidia, tu les retrouves dans plein de trucs différents. Dans les consoles de jeux et tout ça, il faut qu'elles soient complètes pour plein de sujets différents, alors que Tesla, ils veulent juste avoir une puce qui fait marcher Tesla, c'est tout, quoi. And especially if you're not sure how much data is going to go between each logic block on the chip, then you kind of end up having giant highways going all over the place. It becomes an almost impossibly difficult design problem, and NVIDIA's done an amazing job of dealing with almost an impossibly difficult set of requirements. But in our case, we're going for radical simplicity, and the net effect is that I think AI5 will be the best performance per watt, maybe by a factor of 2 or 3, and the best performance per dollar for AI, maybe by a factor of 10. Wow. So, that's, we'll have to, the proof's in the pudding, so obviously we actually get this chip made and made at scale. But that's what it looks like.
Meilleure performance en Great. termes de Thank prix you, Elon. We've already covered x10. unsupervised FSD. So the next question is, instead of trying to replace hardware 3 with hardware 4, why not give an equal incentive to trade in for a new vehicle? Yeah, we've not completely given up on hardware 3. However, over the last year, we've offered the customers the option to transfer FSD to their new vehicle, which at times we've been running some promotions. If they got FSD, they can get better preferential rates. So we've been definitely taking care of this, but we do want to solve autonomy first, and then we'll come back with a way to take care of these customers. These customers are very important. They were the early adapters. For what it's worth, my daily commuter is a hardware 3 car, which I use FSD on a daily basis. So we will definitely take care of you guys. Great. Thank you. In addition, once the V14 release series is fully done, we are planning on working on a V14 Lite version for hardware 3, probably expected in Q2 next year. Awesome. Thanks, Ashok. Alrighty, our final question from Say is, how long until we see self-driving Tesla semi-trucks? And could you see this technology replacing trains? Yeah, so I guess I'll start with that in terms of the semi production plan and schedule. So the factory is going on schedule. We've completed the building and are installing the equipment now. We've got our fleet of validation trucks driving on the road. We'll have larger builds towards the end of this year, and then our first online builds in the first part of next year, ramping into the Q2 timing with real volume coming the back half of the year. So that's going quite well, and that's the first step to obviously getting autonomous trucks on the road. In terms of trains, they're really great for long point-to-point deliveries. They're super efficient, but that last mile, the load unload, can be better served for shorter distances with autonomous semis, and that would be great. And so we do expect that to probably shift as we, really, as Elon said, change the way transportation is considered. And so we're looking forward to that timeline. And Ashok, I know you can take the full self-driving part. Currently, the team is super focused on solving for passenger vehicle autonomy. That said, the same technology will extend quite easily to the semi-truck once we have a little bit of data from the semi-trucks. Ok, donc les semi-remorques seront autonomes, mais d'abord les petites. Et c'est sûr que ça a l'air plus simple de faire c'est plus simple de faire le semi-remorque une fois que tu as fait les petites voitures. Manuel, please go ahead and unmute yourself. Great. Thanks so much. Hi, everybody. So, Elon, you talked about expanding production of vehicles as fast as possible now that you have confidence in the unsupervised autonomy. How should we think about that in the context of your existing capacity of 3 million units? Is that where you're hoping to get volume to? What sort of... C'est notre ami français, ça, qui parle. Would this require, some level of Ou je me trompe. Incentivizing demand? Like, would this basically be prioritizing volume C'est lui. over profitability given the longer-term opportunity? Well, our capacity isn't quite 3 million, but it will be 3 million at some point. Aspirationally, it could be 3 million within. We could probably hit an annualized rate of 3 million within 24 months, I think, maybe less than 24 months. Bearing in mind, there's Produire 3 millions de voitures dans 24 mois, mais bon. With that. So, but we're gonna expand production as fast as we can, as fast as our suppliers can sort of keep up with it. And then we're going to think about where do we build incremental factories beyond that. Like the single biggest expansion in production will be the Cybercab, which starts production in Q2 next year. Cybercab entre en production Q2 l'année prochaine. In fact, does not have a steering wheel or pedals. Vous avez votre modèle 2, les gars. Minimizing cost per mile, like fully considered cost per mile of operation. So that's for
for our other vehicles, they still have a little bit of the horseless carriage thing going on, where obviously you've got steering wheels and pedals, and you're designing a car that people might want to go. C'est très intéressant ce qu'il dit. Fast acceleration and tight cornering. On va parler de ça une fois que ça sera terminé. Cars, then you're going to design a different car than one that is optimized for a comfortable ride, but doesn't expect to go past sort of 85 or 90 miles an hour, and it's just aiming for a gentle ride the whole time. That's what CyberCab is. Yeah, so it's. Do I think we'll sacrifice margins? I don't think so. I think the demand will be pretty nutty. Like here's the killer app. Really, what it comes down to is, can you text while you're in the car? And if you tell someone, yes, the car is now so good, you can be on your phone and text the entire time while you're in the car. It's anyone who can buy the car will buy the car. End of story. That's what everybody wants to do. In fact, not everyone wants to do it. They do that. And that's why, in fact, the reason you've seen like there's been an uptick in accidents pretty much worldwide is because people are texting and driving. Autopilot actually dramatically improves the safety here, because if somebody's looking down at their phone, they're not driving very well. So that's really the game changer. We do see, like, at this point, I feel, Là, il est en train d'expliquer vraiment leur philosophie. 100% confident that we can solve unsupervised full self-driving at a safety level much greater than human. So we've released 14.1. We've got a technology roadmap that's, I think, pretty amazing. We'll be adding reasoning to the car. Our weld simulator for reinforcement learning is pretty incredible. When you see it, the Tesla reality simulator, you can't tell the difference between the video that's generated by the Tesla reality simulator and the actual video. It looks exactly the same. Ça, on l'avait déjà vu lors du AID 2. Ils avaient fait voir, si vous vous rappelez, une vraie situation et la même situation dans leur monde virtuel. Et on ne savait pas quelle image était vraie et quelle image était fausse créée par leur simulation. That are quite radical. So it's this car will feel like it is a living creature. That's how good the AI will get with the AI4 computer. This is before AI5, and then AI5, like I said, is by some metrics 40 times better. Let's just say safely, it's a 10x improvement. C'est quand le AI5 que je change pour cette voiture-là? How much intelligence should you have in a car? It might get bored. Actually, and then one of the things I thought, like, well, if we got all these cars that maybe are bored, well, while they're sort of, if they are bored, we could actually have a giant distributed inference fleet, and say, like, well, if they're not actively driving, let's just have a giant distributed inference fleet. At some point, if you've got like tens of millions of cars in the fleet, or maybe at some point 100 million cars in the fleet, and let's say they had at that point, like, I don't know, a kilowatt of inference capability of, high performance inference capability. That's 100 gigawatts of inference distributed with power and cooling with cooling and power conversion taken care of. So that seems like a pretty significant asset. Great. Thanks, Elon. The next question comes from Adam from Morgan Stanley. Adam, please feel free to unmute yourself. C'était hyper intéressant ce qu'il a dit. On va en reparler juste après. Allez, Adam.
Tu es on We mute. might be having some audio issues with Adam, so we'll come back to you. The next question will then come from Dan from Barclays. Ils sont tous leur micro qui plante. Ah, ça y est. Thank you for, Sinon, j'ai une question, moi. taking, the question. Si personne veut en poser, j'en ai. Elon, I know that Tesla is really focused on with Master Plan 4 bringing AI into the physical world, and I think we've seen over the past, this willingness for Tesla to engage and go into new markets, new TAMs. So, when you think about the growth prospects, how do we define the areas that are really within Tesla's core competency versus where do you draw the line for markets or AI applications that are outside of Tesla's core competency? Actually, I'm not sure what you mean by AI applications outside of Tesla's core competency. But and we kind of didn't have any of these core competencies when we started, So it's like we had zero core competencies, total competency of zero, actually. So I mean, you can think of Tesla as like, I don't know, a dozen startups in one company. C'est tellement ça. And I've initiated every one of those startups. So it's we didn't used to make battery packs, say stationary battery packs, but now we do. We make them for the home, make them for utility scale with Powerwall Megapack. We created the supercharger network. Il explique ce que c'est que Tesla. Et tous les journalistes, tous les journaleux là, français, écoutez ce qu'il dit. Supercharger network is so good that basically every other manufacturer in North America has converted to our standard and uses the Tesla supercharger network. But if it was so easy, why don't they just do it? Et pan. And the chip design team started that from scratch. The Tesla AI software team was started from scratch. I literally just say, hey, we're going to start this thing. I post it on Twitter, now X, and then join us if you'd like to build it. In fact, Ashok was, I believe, the first person I interviewed for the Tesla Autopilot team, which we now call the Tesla AI software team, because it is the AI software team. So it's core competencies created while you wait. Optimus at scale is the infinite money glitch. It's like it's difficult to express the magnitude of, like, if you've got something that if Optimus, I think, probably achieve. Et les mecs dans les journaux disent toujours que Tesla c'est un constructeur automobile et c'est tout. Et comment ces mecs-là qui se disent journalistes, qui se disent spécialisés, qui se disent professionnels peuvent autant passer à côté de cette boîte? C'est incroyable. So that's why I call it like a future of sustainable abundance, where working will be optional. There's a limit to how much AI can do in terms of enhancing the productivity of humans, but there is not really a limit to AI that is embodied. That's why I call it the infinite money glitch. I mean, one thing which I'll further add is, people forget, like, our first iteration of Autopilot was 10 years back. So, Elon had started this way back in the day. We've got the streets to prove it. Exactly. And then even on the Optimus side, right, as much as people think, okay, this is a new thing, I still remember, was it 4+ years back, we were in a finance meeting with Elon, and Elon said, hey, our car is a robot on wheels. And that's where we started developing. In fact, most of the engineering team, which is working on Optimus, has come from the vehicle side. And that's why, when we talk about manufacturing prowess, we have the wherewithal, because the same engineers who worked back in the day on drive units are working on actuators now. So that's where we can do, if there is any company which can do it at scale, that is going to be us. But we also have actually added a lot of new engineers as well to the team. So there's actually a lot of the credit for the Optimus engineering is actually also new engineers, many of them that are just out of college, actually. Yep. So
Ils récupèrent Optimus tous les mecs qui sortent des universités, des facs, et hop, là, ils les embauchent pour bosser sur les nouveaux projets. I'd say like, wow, excellent. So, and the Optimus reviews at this point are there's the engineering review, and then there's the manufacturing review being done simultaneously with an iterative loop between engineering design and manufacturing. Then we see we design something and we say like, oh man, that's really difficult to make. We need to change that design to make it easier to manufacture. So we made radical improvements to the design of Optimus while increasing the functionality, but making it actually possible to manufacture. Like I'd say Optimus 2 is almost impossible to manufacture, frankly. But to Bob's point, we've gone from a person in a robot outfit to what people have seen with Optimus 2.5, where it's doing kung fu. It's like Optimus was at the Kung fu premiere doing kung fu, just out in the open, like with Jared Leto. Like there wasn't nobody was controlling it. It was just doing kung fu with Jared Leto. C'est énorme. At the Tron premiere. You can see the videos online. And actually, the funny thing is, like, a lot of people walked past it thinking it was just a person. Even though with Optimus 2.5, you can see that it has, a waist that's 3 inches wide, which is obviously not a human. But the movements were so human-like that a lot of people didn't realize they were looking at a robot. So, and what I'm saying is, like, Optimus 3 will be a giant improvement on that, animated scale. But like I said, a very difficult thing. The Optimus sort of engineering and manufacturing reviews, and there's the Friday night meeting with Optimus, which sometimes goes till midnight, and then my Saturday meeting is the Saturday afternoons with the AI 5 chip design team. So those two things are crucial to the future of the company. Great. And Dan, did you have a follow-up? Yeah, just as a related, maybe you could just talk about to what extent are the AI efforts at Tesla and xAI complementary, or are they just different forms of AI? Maybe you could just help distinguish for the audience. Thank you. Yeah, there are different forms of AI. So the xAI, so Grok is like a giant model that you could not possibly squeeze Grok onto a car. That's for sure. It is a giant beast of a model. It's with Grok, it's trying to solve for artificial general intelligence with a massive amount of AI training compute and inference compute. So, for example, for Grok 5 will actually only run effectively on a GB300. That's how much of a beast that Grok 5 is. Whereas Tesla's, models are, I don't know, maybe about less than 10% the size, maybe closer to 5% the size of Grok. So, yeah, they're really coming at the problem from very different angles. xAI and Grok are they're competing with Google Gemini and OpenAI ChatGPT and that kind of thing. And some of it's complementary. I mean, for example, for Grok Voice, being able to interact with Grok in the car is cool. Grok for Optimus voice recognition and voice generation is Grok, so that's helpful there. But they are coming at it from kind of opposite ends of the spectrum. Alrighty. Adam, let's give it another try. When you're ready, please unmute yourself for the next question. All
Alrighty, unfortunately, still having audio issues. So we're going to move on to Walt from Lightshed. Walt, please go ahead and unmute yourself. Can you hear me now? Yes. Perfect. Thank you. Just getting back to Austin, if you can remove the safety driver at year end, is the limitation in the Bay Area just regulatory, or is it kind of the market by market learning process? And I guess similarly in the 8 to 10 markets that you mentioned to get added, is the decision there to put a safety attendant in the passenger seat or the safety driver in? Is that like your step-by-step process to opening up a market, or is it really just the regulation in the individual market? Well, I think even if the regulators weren't making us do it, we'd still do that as the sort of right sort of cautious approach to a new market. So just to make sure that we're being paranoid about safety, I think it makes sense to have a sort of either safety driver or safety occupant in the car when we first go to new markets to confirm that there's not something we're missing. Because all it takes is like 1 in 10,000 trips to go wrong, and you've got an issue. So it's just to make sure, like, is there some peculiarity about a city, like a very difficult intersection, or I don't know, something that's an unexpected challenge in a city for that 1 in 10,000 situation. And I think we probably could just let it loose in these cities, but we don't want to take a chance. And like, what we're talking about here is maybe 3 months of safety driver in a new metro to confirm that it's good, and then we take the safety driver out, that kind of thing. Okay, and then on FSD 14, it has a different feel than 13, and it's also, I think, a little different than what it feels like in Austin. Is it basically different development path that you're doing in terms of the robotaxi stuff versus what you're dropping to the early adopters? And when you push these new builds, is it that you're looking for notable improvements in intervention rates, or is that largely solved and it's more about adding the functionality like the parking, the drive modes, or just the overall comfort? No, the first priority when we release a major new software architecture for Autopilot is safety. So it starts off with safety, obviously safety prioritized, and then we solve. Restez avec moi puisque je suis en train j'ai pré-créé un sondage et je voudrais vous le faire partager avant qu'on ne se quitte. Donc restez bien à la fin, on verra ça ensemble. They actually download version 14 because by 14.2 we will have addressed many of the comfort issues. The priority is very much safety first, and then thereafter the comfort issues. That's why most people, I'm like, it'll be a little like it'll be safe but jerky, and we just need time to kind of smooth the rough edges and solve for comfort in addition to safety with a major news Autopilot architecture change. But it really is. I mean, I know what the roadmap is for the Tesla real-world AI, and at a very granular detail. Obviously, Ashok is leading that, and I mean, I spent a lot of time with the team going, in like excruciating detail here on what we're doing to improve the real-world AI, and like I said, this car is going to feel like it is a living creature, and that's with AI 4 before even AI 5. Yeah, the roadmap is super exhilarating. Like it's like so like waiting so much, like release all the stuff we are working on. In terms of like what we ship to customers versus robotaxi, it's mostly the same. Obviously, customers have some more features like they can choose the car wants to park in a spot or driveway or something like that, which is not super relevant for robotaxi. But there's only like a few minor changes like those ones. But the majority of the algorithms and architecture, everything is the same between those two platforms. Yeah, but and as I mentioned earlier, like we'll be adding reasoning to, I don't know, Ashok, is that like reasoning in like 14.3, maybe 14.4, something like that?
Yeah, Um, 3 or 4, by end of this year for sure. Yeah. So with reasoning, it's literally going to think about which parking spot to pick. So it's going to say, this is the entrance, but actually probably there's not a parking spot right at the entrance. If it's a full, if the parking lot is fairly full, the probability of an open parking spot right at the entrance is very low. But actually, what it'll simply do is drop you off at the entrance of the store and then go find a parking spot. Ça, c'est quand même incroyable. La voiture, elle te dépose devant l'entrée et après, elle va se garer. C'est dingue. Mais il y a déjà des vidéos qui tournent comme ça, hein, où ils vont chercher une place. Il est sur une place de parking. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Il est sur une place de parking et il dit d'aller se garer sur une autre place de parking qui est à l'autre bout du parking. Et la voiture, hop, elle se met en mode drive et elle va aller se garer sur une autre place. C'est juste incroyable. Obviously, you can do reasoning on the server, that takes forever, but then in the car, you need to make real-time decisions. So fitting all that into the computer that's in the car, that's the challenge. Yeah, that's why I say I have a pretty good understanding of AI, the sort of the giant model level with Grok and with Tesla, and I'm confident in saying that Tesla has the Tesla AI has the highest intelligence density. When you look at the intelligence per gigabyte, I think Tesla AI is probably an order of magnitude better than anyone else. And it doesn't have any choice because that AI has got to fit in the AI4 computer. But the discipline of having that level of AI intelligence density will pay great dividends when you go to something that has an order of magnitude more capability like AI5. Now you have that same intelligence density, but you've got 10 times more capability in the computer. Great. The next question will come from Colin at Oppenheimer. Colin, please unmute yourself when you're ready. Colin, go ahead and unmute yourself, please. Thanks so much, guys. I appreciate you bringing up the challenges of hand dexterity in humanoids, along with the complexity of the supply chain and the vertical integration you guys are pursuing. I'm just trying to harmonize the timeline for the start of production, next year with the current state of the supply chain. It sounds like a fair amount of work remaining on the dexterity before you can really freeze the hardware design and start to scale up production. Well, the hardware design will not actually be frozen even through startup production. There'll be continued iteration because a bunch of the things that you discover are very difficult to make. You only find that pretty late in the game. So we'll be doing rolling changes for the Optimus design even after startup production. But I do think that the new hand is an incredible piece of engineering. And that's like I said, we'll have a production intent prototype ready to show off in Q1, probably February or March, and then we're going to be building a 1 million unit Optimus production line. Hopefully with a production start towards the end of next year. But that production ramp will take a while to get to an annualized rate of 1 million because it's going to move as fast as the slowest, dumbest, least lucky thing out of 10,000 unique items. But it will get to 1 million units, and then ultimately, we'll do Optimus 4. That'll be 10 million units. Optimus 5, maybe 50 to 100 million units. I mean, it's really pretty nutty. Donc la version 3 de Optimus, ça sera la version grand public, si on comprend bien, qu'ils vont présenter au printemps avec une dizaine de prototypes. Et donc cette version 3, c'est celle-là qui veut l'amener jusqu'à 1 million d'unités produites par an. Donc je pense que cette version qu'on va voir, on va rester sur ce design pendant un bon moment, d'après ce qu'on en comprend. C'est un vrai palier, quoi. Through the 2 compensation proposals and the re-election of Ira, Kathleen, and Joe to the board. Note that it is a team sport, and here at Tesla, the board is an integral part of the winning team.
Shareholders are at the center of everything we do at Tesla, and a special committee has laid out a compensation package. Like Elon said, we don't even want to call it a compensation package. Yeah, it's not. The point is, I just like there needs to be enough voting control to give a strong influence, but not so much that I can't be fired if I go insane. But you know, and I think that sort of number is in the mid-20s approximately. As a company that has already gone public, we've investigated every possible way to how do you achieve increased voting control without, you know, is there some way to have like a super voting stock? But there really isn't. There is no way to have a super voting stock after you've gone public. But for example, Google, Meta, you know, many other companies have this, but they had it before they went public, and so it sort of gets, I guess, grandfathered in. Tesla does not have that, so it's just like I said, I just don't feel comfortable building a robot army here and then you know, being ousted because of some asinine recommendations from ISS and Glass Lewis who have no friggin' clue. I mean, those guys are corporate terrorists. And the problem, yeah, so let me like explain like the core problem here is that so many of the index funds, the passive funds, vote along the lines of whatever Glass Lewis and ISS recommend. Now, they've made many terrible recommendations in the past that if those recommendations had been followed would have been extremely destructive to the future of the company. But if you've got passive funds that essentially defer responsibility for the vote to Glass Lewis and ISS, then you can have extremely disastrous consequences for a publicly traded company if too much of the publicly traded company is controlled by index funds. It's de facto controlled by Glass Lewis and ISS. This is a fundamental problem for corporate governance because they're not voting along the lines that are actually good for shareholders. That's the big issue. I mean, that's what it comes down to. ISS, Glass Lewis, corporate terrorism. Yeah, and I would say, you know, the special committee did an amazing job in constructing this plan for the benefit of the shareholders. There's nothing which gets passed on till the time shareholders make substantial returns. So that's why, you know, in the end, I would say, I would urge you to not only vote on the plan, but also vote on all the 3 directors because of their exceptional knowledge and experience. And literally, you know, we at Tesla work with these directors day in, day out. I mean, there is not even a single day that one of the directors I haven't spoken to or one of my colleague hasn't spoken to. And even the directors out here are not just reading out of, you know, PowerPoint presentations. They're actually working with us day in, day out. So again, I just urge you guys as shareholders to vote along the board's recommendation. Thank you, guys. Great. Thank you, Vaibhav. We appreciate everyone's questions today. We look forward to talking to you next quarter. Thank you very much and goodbye. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Très bien. Petite parenthèse, donc par rapport à ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que c'est qu'ils ont dit que j'ai noté là, qui était assez intéressant tout à l'heure. Ouais, donc ils parlaient des véhicules autonomes. C'est vraiment le centre maintenant névralgique hein, pour Tesla. Et il disait que quand la voiture autonome, quand il y aura vraiment des voitures autonomes et que les gens pourront passer des textos en toute sécurité, et donc là il a dit que ouais, mais les gens ils passent déjà des textos dans les voitures et c'est pour ça que il y a beaucoup d'accidents. Donc il a dit que quand les gens Vous m'entendez plus? Vous m'entendez maintenant? C'est bon, j'ai éteint mon casque et ça a coupé le micro, je crois.
Ouais, donc je disais, il disait que quand les gens auront la possibilité de passer des textos sans problème dans les voitures autonomes, à ce moment-là, ils voudront n'avoir plus que ça comme voiture. Et je pense qu'effectivement, ouais, c'était ça, c'est le casque quand j'ai débranché. Et je pense qu'effectivement, c'est une réalité. Et du coup, je reviens à la question de tout à l'heure qu'il y avait dans le chat, pour savoir pour la fameuse Model 2 que tout le monde veut, tout le monde attend, Model 2, Model Q, la petite compacte, etc. On l'appellera comme on veut. Et moi, ça fait très longtemps que je vous dis que je n'y crois absolument pas à cette voiture. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est que de un, elle n'a pas trop de sens, et de pour l'entreprise, hein, parce que tout le monde voudrait une Golf-like qui soit une Tesla, on est bien d'accord. Mais ça n'a pas de sens pour deux raisons. La première raison, elle est technologique. Et ça, Tesla, ils l'ont déjà clairement dit. Quand la voiture sera autonome complètement, qu'ils auront vraiment craqué le code de l'autonomie totale, qu'il n'y aura plus besoin d'avoir quelqu'un à côté, comme aujourd'hui. Donc, ça, à chaque fois, on dit dans un an, mais ça avance quand même vachement bien, parce que là, on voit qu'il y a quand même des voitures qui sont sur la route euh, à Austin, qui sont dans la baie de San Francisco. Ils ont annoncé potentiellement 8-10 nouveaux endroits d'ici la fin de l'année. Donc je pense réellement que quand la voiture sera autonome, voilà, même si, comme ils ont dit aussi, il y aura toujours des mises à jour logicielles pour améliorer encore et encore et encore la sécurité, encore la conduite, tout ça, comme on a avec nos téléphones portables, hein, enfin, la technologie en général, il y a toujours des mises à jour, ça s'améliore. Mais à ce moment-là, quel sera l'intérêt d'avoir une voiture que l'on pourra conduire par soi-même? Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on adore conduire la voiture parce qu'on n'a connu que ça. Mais je pense que ça perdra très très vite de l'intérêt. Et je ne dis pas que les voitures à conduite manuelle vont disparaître du jour au lendemain, mais je les vois mal repartir sur une création de toute une gamme alors que la petite voiture sera faite pour les robots taxis. Donc ça, moi, j'y crois pas. Et en plus, ils nous ont dit très clairement, la petite voiture que vous avez vue, le robot taxi, cette petite voiture sera sans pédale, même si elle pourra être vendue aux gens. Et là, c'est un autre point. Je pense qu'elle sera même pas en vente aux gens. Je vois pas pourquoi ils repartent. Pour eux, ça serait repartir en arrière, très clairement. Pour eux, ça serait repartir en arrière que de dire, OK, on a craqué la voiture autonome, et maintenant, on va remettre un volant et des pédales. Je, je fais toujours cette analogie, c'est comme quand on a pas inventé, mais fait en sorte que la technologie de la dalle LCD tactile se mette, ben, on n'a pas recréé par nostalgie un iPhone avec des touches, on n'a pas revenu avec un BlackBerry. Alors oui, il y a des téléphones avec touches pour les enfants, pour les personnes âgées, pour leur faciliter le travail, mais euh, quasiment tous les téléphones sont des smartphones et il n'y en a aucun qui est revenu avec la petite boule au milieu comme sur les BlackBerry, vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne pense pas qui reviendront sur ça. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, tout simplement d'un point de vue argent, je ne vois pas pourquoi Tesla nous vendrait une voiture sur laquelle à 25 000, il ferait une marge de 5 000 dollars une seule fois, alors que les calculs ont montré qu'une voiture autonome pourrait leur apporter entre 35 et 50 000 dollars par an. Enfin, quel est l'intérêt de nous vendre une voiture? Ils en gagnent 5 000 et nous, on va payer X 1000 pour pouvoir faire après du robot taxi à leur place. Sauf si bah, ça fait comme un peu un Airbnb et ils prennent un pourcentage au passage. Mais même s'ils prennent un pourcentage au passage, enfin, Airbnb, ils prennent un pourcentage au passage parce qu'ils ne possèdent pas les appartements. Si Airbnb possédait les appartements, ils n'iraient pas vous les vendre pour après faire du Airbnb avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Pour moi, on restera sur les 3, sur les Y, mais je vois pas d'autres modèles arriver dans un avenir proche qui soient pilotables manuellement. Je n'y crois pas. Voilà. Euh, voilà. Alors, très juste titre. Ils sont bien revenus sur les clignotants et sur le volant yoke.
Oui, mais c'est pas pareil. Je pense que c'est pas pareil. Parce que le volant yoke, finalement, c'est un volant et c'est une autre façon d'avoir un volant. C'est ok, on va pas le faire rond, on le fait rectangulaire, mais ça reste un volant. Le clignotant, bah, au lieu d'avoir un commodo, on met un bouton. Mais là, c'est vraiment, je pense, autre chose. C'est ne rien avoir, besoin de rien avoir du tout. Donc, pourquoi en fait? Pourquoi en remettre un? Le clignotant, il était toujours là, mais il était mal placé. Il était sur le volant. Et tu avais toujours un bouton clignotant. Mais il est chiant en fait. Donc ils l'ont remis. Mais ils l'ont pas supprimé. Ils n'ont pas trouvé un autre truc qui fait que ça te rentre dans la tête et que le clignotant va se mettre tout seul. Parce que là, ça se fait tout seul. Donc voilà. Je pense que c'était juste c'est une différence de placement et l'autre, c'est une différence de forme, d'ergonomie. Mais dans les faits, il y avait toujours un bouton clignotant. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et après, donc, ils ont parlé pareil des voitures, que si jamais les voitures, elles avaient ne serait-ce que 1 kW de puissance de calcul, euh, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette puissance de calcul quand les voitures ne roulent pas? Voilà. Donc là, c'est un peu comme le Amazon Web Services. Ça serait d'utiliser 1 kW de puissance de calcul multiplié par X millions. Et il a évoqué à un moment le chiffre d'1 terawatt de puissance de calcul, ce qui serait gigantesque. Donc là aussi, ils se trouveront des applications avec, avec ces serveurs et toute cette puissance de calcul qui sera dans des millions de voitures. Et donc, ils nous ont parlé quand même du FSD version 14.3, je crois, ils sont jusqu'à 14.3, avec le AI 4 qui va rendre, si j'ai bien noté, ça sera comme si la voiture était un animal vivant, assez incroyable, parce qu'elle va être capable d'interagir, de vraiment réfléchir par rapport à ce qu'elle voit, par rapport à la route. Donc c'est comme si c'était un animal vivant. Et, et donc après, cette nouvelle puce AI5 qui serait 40 fois plus puissante. C'est assez fabuleux. Euh, Ouais, je sais pas pourquoi mon iPhone fait ça. Euh, Donc voilà. Donc c'est assez intéressant toujours de suivre leur earnings call. Et en tout cas, bah, comme d'hab, hein, les chiffres sont dans le vert, encore plus cette fois-ci. Parce que on voit quand même que malgré tout le drama qu'il y a eu en début d'année, de dire ouais, Tesla c'est terminé, plus personne ne veut acheter de Tesla, c'est fini, vous allez voir, ils vont faire faillite. Le truc que j'entends depuis 20 ans, presque, ça me fatigue d'entendre ça. Bah non, en fait, bah, les voitures se vendent toujours autant et certes, encore une fois, ça a été boosté par la fin du bonus aux États-Unis, mais malgré tout, si les gens veulent pas d'une voiture, t'as beau mettre du bonus tant que tu veux, et ben, si tu considères que tu n'achèteras pas cette voiture parce que c'est une marque de NZ, bah, tu l'achèteras pas, bonus ou pas, tu vois. Enfin, c'est pas une question de ouais, ouais, c'est des NZ, mais ils sont moins NZ si j'ai 7 500 $ de moins. Enfin, c'est c'est assez comique, quoi, comme truc. Donc voilà. J'ai vu ce midi dans le JT de TF1 l'autoroute qui permet de recharger sa voiture en roulant dessus. Euh, ouais, ça fait partie des. Honnêtement, ça fait vraiment partie comment dire, des fausses bonnes idées ou des idées qui coûtent cher en argent public pour un truc qui, à mon sens, n'a pas. Oh, c'est bien sur le papier, mais il faudrait casser toutes les routes ou casser des milliers de kilomètres de routes, d'autoroutes. Pourquoi faire en fait? Alors qu'il suffit de mettre des chargeurs en sortie d'autoroute ou sur les aires d'autoroute. Enfin, ouais, je veux bien, mais je vois pas d'avenir à ce genre de truc, comme je vois pas d'avenir à l'hydrogène. Je vois pas trop l'intérêt. Euh, J'ai entendu dire que les S et les X étaient revenus à la vente. Bah ouais, bah c'est qu'il y a des gens qui en voulaient, qui se plaignaient de pas pouvoir en acheter suffisamment. C'est une bonne chose. Donc ça, c'est cool. Euh, Ça me hype le robot taxi. En même temps, je kiffe conduire ma Tesla. Mais ça, c'est vrai, mais c'est toujours le même débat. C'est on aime quelque chose tant qu'on n'a pas
qu'on n'a pas goûté à autre chose, en fait. Ça paraît normal. Et moi, je reprends toujours aussi ce parallèle de j'adore collectionner mes DVD, j'adore collectionner les albums sur CD ou sur vinyle, même si vous allez me dire, ouais, mais le vinyle, ça revient. Ouais, bon, ça revient un peu en mode marginal quand même, par rapport au nombre de ventes de vinyle et les millions d'heures qui sont écoutées sur Spotify ou d'autres plateformes. C'est tout petit, quoi. C'est la mode du vintage, on va dire. Mais ok, tout le monde aimait acheter les DVD, tout le monde achetait les séries en DVD, et puis aujourd'hui, tu allumes Netflix. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous avec tous ces DVD dans mon placard? Et je pense que l'on va arriver à la même chose quand on aura goûté à la voiture autonome. Parce qu'aujourd'hui, on est content de conduire, mais après, tu feras autre chose à la place de conduire, tu vois. Et ça va rentrer dans les mœurs de se dire, bah, je monte comme dans un taxi, comme dans un bus. On ne le conduit pas le bus, on ne conduit pas le taxi, en fait. Donc, ouais, à voir, à tester. On verra. Moi, je pense que ça ira dans ce sens-là. 4 000 4 millions le kilomètre. Ah ouais, ok. Donc tu parles de cette histoire d'autoroute avec bande pour recharger par induction les voitures. 4 millions d'euros le kilomètre. Alors, on en met des chargeurs rapides pour 4 millions, les gars. Mais bon, ça, c'est encore. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau. Tu veux des millions? Vas-y, on casse tout pour faire un truc qui est prototypaire et qui. En fait, c'est dépenser. À mon sens, hein, je vais y aller brut de pomme. À mon sens, c'est dépenser de l'argent pour montrer qu'un truc marche pas. Voilà, tout simplement. Dépenser beaucoup d'argent d'ailleurs. 4 millions d'euros, ça fait énormément de sous. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Par rapport à l'énergie, c'était assez intéressant aussi avec les Powerwall, les Megapacks. Il y a pas beaucoup de gens hein, maintenant sur la chaîne et en commentaire qui en parlent de ces batteries. Vous avez là derrière, là, on a les Endure hein, qui sont en HEMS. Ça marche vachement bien. Moi, j'ai dit que j'ai divisé par 30 la consommation par rapport à un foyer moyen. Je consomme en un mois, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, je consomme en un mois la consommation moyenne d'un logement français de même taille. Donc c'est assez dingue. Et je compte pas la charge de la voiture électrique qui est chargée avec le surplus encore qui compte pas forcément. Donc je consomme là 9 kWh dans le mois et encore bien souvent c'est parce que je teste un produit, je teste un truc et que du coup ben, j'ai 500 Wh par-ci par-là et que après mis bout à bout, 500 Wh ne serait-ce que par jour, bah, tu fais vite 500 non mais 500 Wh par jour, tu fais 15 kWh. T'imagines 500 Wh par jour, ça représente 15 kWh. Moi, je consomme la moitié de ça. Donc 250 Wh par jour. 250 Wh par jour, ça fait 10 watts. Et une ampoule, et ça fait 2 ampoules LED. 2 ampoules LED, la consommation de 2 ampoules LED H24. Voilà, c'est ma consommation. Vous imaginez? Je viens d'arriver à ça. Donc ma consommation électrique par mois, c'est l'équivalent de 2 ampoules LED qui seraient allumées 24 heures sur 24. C'est ce que j'appelle au réseau. C'est même pas la consommation de la box. C'est ridicule. Donc voilà, et c'est pas vraiment compliqué, c'est pas inatteignable. J'ai pas 100 kW de solaire avec 300 kWh de stockage. Loin de là. Donc j'ai entre 3 et 6 si on considère EcoFlow. Allez, 6 kW, 6 kW de solaire, une quinzaine de kWh de stockage et on arrive à de super bons rendus. Donc ouais, et encore plus parce que moi j'ai que 3 kW qui servent à charger la voiture. Donc voilà, donc c'est assez facile et c'est ce qu'il disait là tout à l'heure justement, hein, la puissance que l'on peut générer, stocker avec les batteries, avec les Powerwall, avec les Megapacks, c'est vraiment impressionnant. Et je pense que toutes les personnes, en tout cas, qui passent à ce genre de produit sur la chaîne, qui m'envoient des messages, je reçois beaucoup de messages sur Instagram, sur Facebook, etc. Et les gens sont tous très contents, et ils ont tous des résultats. Donc c'est que ça fonctionne très bien et Tesla va dans ce sens-là aussi. D'ailleurs, il va y avoir
une prochaine vidéo où j'ai sorti donc la vidéo sur l'écosystème Zendure aujourd'hui, si vous voulez aller voir. Donc c'était assez intéressant. Et bientôt, je refais une vidéo sur EcoFlow. Je ne sais pas si vous le voyez là. Non, c'est ce que vous voyez là, non, c'est une batterie. Mais juste en dessous, il y a les batteries EcoFlow qui ont aussi leur propre écosystème. Donc ça, c'est la prochaine vidéo que je vais tourner. Et normalement, demain, je reçois des produits Marstech. Mon premier produit Marstech. Alors, je reçois une palette qui fait 90 kg. Donc, j'étais censé recevoir juste une Vénus. C'est la Vénus quoi? Vénus E? Ouais, Vénus E. La 3e génération, là. Mais une Vénus E toute seule qui fait 90 kg, la palette, je comprends pas trop en fait ce que ça peut être. Donc, je pense que c'est autre chose. Ou alors, est-ce qu'il y en a deux? Enfin, j'en sais rien, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a des panneaux solaires avec? Je sais pas. Donc voilà, on va pouvoir tester ça et tester encore. Et comme je disais tout à l'heure, on m'a posé la question par rapport à la recharge domestique avec le chargeur Tesla. Donc le HEMS de Zendure va intégrer très bientôt les bornes Tesla. Donc ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir vraiment tout gérer dans un seul et même écosystème. La production, la charge de la voiture, la charge des batteries, la restitution. Et là d'ailleurs, la maison, tout ce que vous voyez là depuis minuit, on est repassé sur les Zendure qui sont derrière. C'est eux qui alimentent intégralement la maison. Sachant que de 20h à minuit, on s'est même pas rendu compte. Putain, on s'est même pas rendu compte, c'est vrai. On était en live, on s'est même pas rendu compte qu'à minuit pile, on est passé de EcoFlow qui alimentait toute la maison à Zendure. Vous avez même pas remarqué, moi non plus, que on a basculé d'un système à l'autre. Et la box ne s'en est même pas rendu compte non plus. Donc c'est assez incroyable. Ah oui, on me parle. Ah oui, oui, restez là. Oui, c'est pas un quiz, c'est un questionnaire. Je vais vous le partager. On va partager ça. Merci de m'y faire penser. Et je reviens sur le truc de Matter France après. Donc, c'était. Restez là, bougez pas. Bougez pas. Partage d'écran. Partager l'écran. Il est où? Toc, 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 toc. Voilà. Partager. Donc, normalement, vous le voyez là. Voilà. Je vais mettre en comme ça. Je vais lancer un petit sondage. Donc, le sondage, il nous dit quoi? La question que je vous pose, c'est si vous pouviez visiter avec Elon Musk un projet secret de Tesla, ce serait quoi? Parce qu'ils ont parlé tellement de choses ce soir. Donc ça serait le design studio pour voir les prochaines voitures slash modèle de voiture slash robotaxi slash voilà, mais le design studio automobile. Le data center pour l'intelligence artificielle, donc ces énormes data centers qui alimentent Grok et qui alimentent le côté FSD. Le prochain modèle du robot Optimus, donc celui qui va sortir, il a dit février-mars, par là, le voir déjà, la version 3, ou avoir une visite de la Gigafactory pour plus que Elon vous explique comment Tesla, c'est la machine qui produit la machine. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant comme sondage, et j'en referai plus de sondages d'ailleurs. Donc le sondage est online, si vous voulez aller voir. C'est possible, je pense que je peux partager ça, regardez, je vous partage ça en partie commentaire comme vous êtes là, je suis magnanime, et je vous mets directement la page du sondage, qu'elle est là, je la partage en plusieurs fois, voilà. J'espère que vous pouvez cliquer dessus, je suis pas certain, normalement on peut cliquer, c'est un lien cliquable je pense, j'espère. Sinon on pourrait vous la retrouver sur la chaîne YouTube dans l'onglet communauté, et comme ça on pourra en discuter parce que c'est intéressant ce genre de questions. Et je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Il y a un vote déjà, le Design Studio. Un vote. Allez-y, votez. Dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant. C'est le Design Studio qui l'emporte. Ça, c'est cool. Ok, très bien. Bon, ben, les amis, merci d'avoir été là. Mais juste avant, il y a eu la question par rapport à Matter France. Est-ce que je connais Matter France? Oui, je connais. Est-ce que je connais leur borne Titan? Alors, il y a tout le monde qui m'en parle en ce moment, des bornes Titan de Matter France, donc il faut que je leur repasse un petit message. J'ai énormément de vidéos en retard, de produits en retard, donc j'essaie de me rattraper mon retard. Et ouais, ça serait quand même assez sympa de pouvoir tester ça, parce qu'apparemment, c'est avec Marstech, Zendure, les produits qui sont les plus plébiscités en ce moment. Donc il faut tester ça. J'ai vu ta vidéo App Zendure. J'en ai parlé à un collègue. Alors voilà.
J'en ai parlé à un collègue au Portugal. Peu de personnes utilisent ce système alors qu'ils ont du soleil toute l'année. Bah oui, 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 effectivement, c'est pas encore. Alors j'avais fait la vidéo avec nos amis de Sonology, poser la question, est-ce que c'est trop cher et trop tard? C'est trop tard pour les personnes qui s'intéressent à ça depuis très longtemps et qui ont basculé sur les hyper très vite et qui sont aficionados du truc et qui tout de suite, dès qu'il y a une nouveauté, l'achètent et sont au courant. Mais comme je disais aussi, c'est quoi? C'est 99,999% des foyers qui n'ont pas de solaire et qui n'ont pas de batterie aujourd'hui. Donc même s'ils arrivent après les Anker, les Coflow, Zendur, tout ça, Matter France, machin, bah, la part du gâteau, elle est encore énorme. Et en fait, ils n'arrivent pas en retard. Voilà, c'est un petit, petite réflexion que je me faisais comme ça. Bon, ben, bonne nuit à Paul. Bonne nuit à Paul. Ben, de toute façon, on va y aller aussi, hein, parce qu'il est giga tard, il est 1h du matin. Donc merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous aura plu. On va refaire des vidéos, on va refaire des lives et on va aussi refaire des giveaways, des choses qui vont être à donner. On a fait gagner déjà la dernière fois un Ace 1500 chez Zendur. J'essaye voilà, de rattraper mon retard pour pouvoir vous proposer du contenu d'actu et pour pouvoir aussi, ça sera sur Instagram les prochaines fois, faire des concours pour vous faire bénéficier de produits grâce aux partenaires de la chaîne. Donc je les tanne un petit peu avec ça. J'essaye d'organiser un truc pour la fin de l'année qui pourrait être assez cool dans cette optique-là. Donc restez bien branchés. Suivez les réseaux sociaux, suivez notamment Instagram. Je mets beaucoup de choses sur Instagram. Mais de toute façon, si ce que je veux faire se concrétise, je vous ferai une petite vidéo, bien évidemment. Nous, on se retrouve très bientôt. On se quitte avec notre petite vidéo de fin que l'on aime beaucoup. Je vous dis merci, un grand merci d'être là à chaque fois pour ces lives tardifs, de participer. Ça me fait vraiment très plaisir. Et nous, on se retrouve très, très, très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir le petit sondage. C'est parti. Bonne fin de soirée. Bonne nuit à tout le monde. Ciao.